on serait maintenant à la présentation de Julie Lane. Julie Lane, qui est professeure spécialisée en transfert des connaissances et implantation des programmes probants à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle est également directrice au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Sa mission professionnelle est d'influencer les politiques, les décisions et les pratiques afin de contribuer au bien-être des populations, dont ceux en contexte de vulnérabilité. Donc, une bonne main d'applaudissement pour Mme Julie Lane. Bonsoir tout le monde. Merci Alexis pour l'invitation. Merci à ton équipe pour cette pertinente initiative, puis merci à mes collègues pour leur présentation très inspirante. La pandémie a mis en lumière plusieurs enjeux de santé mentale, puis ma collègue Mélissa va en parler tantôt. Mais moi, je vais vous parler d'un programme de prévention de l'anxiété qui prend tout son sens encore plus dans le cadre de cette pandémie. J'ai structuré ma présentation autour de questions que j'imagine que vous vous posez. Donc, la première, d'où vient ce programme? Donc, c'est une initiative du Centre d'expertise que je dirige, dont la mission est vraiment d'écouter les besoins exprimés par les partenaires du milieu de l'éducation, du réseau de la santé, les jeunes, les parents, pour construire des initiatives où on met autour de la table les initiatives de tous ces partenaires-là et où on s'inspire un peu de ce qui est fait aussi dans le monde pour répondre aux enjeux de santé mentale auxquels on s'adresse. Le Québec est reconnu pour être très fertile en innovation de toutes sortes, des innovations qui, trop malheureusement, ne partent pas des besoins exprimés par les gens sur le terrain, des innovations qui, trop malheureusement, sont rarement évaluées ou réfléchies dans une perspective de pérennisation et de mise à l'échelle. Donc, lorsque une innovation entraîne des retombées concrètes, qu'on puisse la partager, l'adapter à plus de milieux. Donc, au centre d'expertise, on essaie d'aller à l'encontre de ces enjeux-là qu'on nomme souvent sur les innovations québécoises, puis on essaie de mettre en place toutes les conditions pour faire en sorte que ces innovations-là puissent justement être arrimées aux besoins et réfléchies de sorte à être pérennisées et mis à l'échelle à plus d'un milieu, à plus d'un secteur. Pourquoi un tel programme? Les troubles anxieux se retrouvent parmi les psychopathologies les plus fréquentes chez les jeunes. Environ 10% des jeunes du secondaire rapportent qu'un médecin ou un spécialiste de la santé leur ont confirmé un trouble anxieux. Puis cette donnée-là est en augmentation depuis 2010. Donc, c'est vraiment un enjeu qui était là avant la pandémie. Puis, il y a des études qui démontrent que l'anxiété est rarement remarquée. Puis, beaucoup de jeunes souffrent en silence. C'est assez subjugant quand on apprend que 70% des jeunes présentent un trouble anxieux, n'auront pas reçu de soins de santé. Les troubles anxieux précèdent parfois de plusieurs années l'apparition de d'autres troubles. Vous les voyez, ils sont nombreux. Et puis, je suis certaine qu'autour de vous, vous connaissez des gens qui ont réalisé tardivement, souvent à l'âge adulte, qu'ils ont de l'anxiété, qu'ils automédicamentent parfois avec de l'alcool ou certaines drogues. Il y a des résultats de recherche qui démontrent qu'à peu près 21% des adultes vont présenter un trouble anxieux autour de leur vie. Donc, tous ces résultats-là viennent réitérer l'importance d'agir en prévention le plus tôt possible. En amont de l'élaboration du programme Hors-Piste, on a fait une étude auprès de plusieurs écoles secondaires qui venaient réitérer l'importance de développer ce programme-là. Donc, vous avez là plusieurs résultats. Donc, 38% des élèves qui rapportaient que l'anxiété avait un impact sur leur vie. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique important au Québec. Ce programme-là trouve sa pertinence aussi parce qu'il permet d'actualiser plusieurs orientations ministérielles au Québec, que ce soit du côté de la santé des services sociaux ou du côté du réseau de l'éducation. Il y a plusieurs orientations ministérielles qui nous invitent à agir en amont, en prévention, en promotion de la santé mentale, qui nous invitent à travailler de concert le réseau de la santé avec le réseau de l'éducation, qui nous invitent aussi à faire des actions en santé
dans les écoles, donc de l'intervention de proximité, que les intervenants du réseau de la santé puissent se rendre dans l'école puis éviter aux jeunes de se rendre au centre de santé puis d'avoir toute la stigmatisation qui peut être attachée à ça. Puis il y a des orientations ministérielles qui soulignent toute l'importance de développer les compétences psychosociales ou socio-émotionnelles. J'y reviendrai. À ce sujet-là, l'Organisation mondiale de la santé demande au pays depuis plus de 30 ans de développer ces compétences socio-émotionnelles ou psychosociales, car elles sont considérées comme étant aptes à répondre, nous permettre de répondre efficacement aux enjeux de la vie, de maintenir notre état de bien-être, nous permet d'adopter des comportements positifs lors de nos interactions, puis de composer avec les enjeux auxquels on est confronté. Quand on parle de ces compétences-là, là, je vous les énumère ici, il y en a plusieurs. Ça va de la gestion du stress à l'autorégulation des émotions, à notre capacité à composer avec certains défis relationnels ou conflits qu'on peut vivre. Et si je vous invite à replonger dans votre parcours scolaire ou certains étudiants là, de penser, même actuellement, avez-vous eu des occasions pour développer ces compétences-là dans votre parcours scolaire? Très peu de gens répondent oui. Souvent, c'est des initiatives qui sont isolées, le fruit d'une bonne volonté d'un enseignant ou d'un professeur, mais ce n'est pas fait de façon uniforme. Donc, le programme Orpis, là, je vous parle du programme Orpis qu'on déploie dans les écoles secondaires. On a une autre version pour le primaire et le post-secondaire, mais au post-secondaire, on a 2 volets. Un volet exploration qui vise justement à développer les compétences que je viens de vous nommer. Et ce volet-là est offert à l'ensemble des élèves du secondaire. C'est vraiment une prévention universelle auprès de tous. Puis il y a un deuxième volet, expédition, qui est offert aux élèves qui demeurent anxieux malgré leur participation aux ateliers du premier volet. Et là, on permet d'aller développer davantage de capacités, de compétences pour composer avec l'anxiété. Puis il y a comme un volet aussi pour les parents qui méritent d'être outillés. Souvent, on dit souvent la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Souvent, les jeunes qui présentent l'anxiété, le parent aussi. Donc, d'avoir une intervention de groupe auprès des parents permet justement d'aller les outiller à mieux comprendre ce phénomène-là pour mieux outiller leurs jeunes, mais parfois pour mieux s'outiller eux-mêmes. Et le partage entre les parents est très riche. Même chose pour l'intervention de groupe auprès des jeunes. Les jeunes nous nomment comment ça leur permet de dédramatiser un peu l'anxiété et d'avoir un riche partage avec leurs collègues sur des trucs pour composer avec l'anxiété. C'est sous forme d'ateliers interactifs qui permettent de développer les compétences que je vous ai nommées, qui ont été co-construits, ces ateliers-là, avec des jeunes pour s'assurer que ça réponde à leurs besoins et à leur réalité. Des ateliers qui mettent de l'avant la pleine conscience aussi, l'approche cognitivo-comportementale pour déconstruire parfois certaines croyances erronées là, qui contribuent à l'anxiété. Puis il y a aussi des ateliers qu'on offre pour le personnel de l'école pour qu'ils puissent contribuer à instaurer un milieu là, qui contribue au bien-être et ne génère pas l'anxiété. Juste un petit mot, je suis désolée, je sais qu'elle est très chargée, mais le processus d'élaboration qu'on a mis en place pour élaborer ce programme-là est assez novateur. Donc, on est maintenant à la 4e version, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a débuté avec certains milieux à Sherbrooke, avec la version 1, co-construit avec plusieurs acteurs, et puis par la suite, on a implanté dans 14 écoles de plusieurs régions du Québec, puis on a réévalué, on a réadapté le programme pour produire la version 3.0. Fait que vous voyez un peu là, cette boucle de co-construction avec les acteurs pour s'assurer que c'est vraiment arrimé à leur réalité, raffiner le matériel, réimplanter, réévaluer grâce à la contribution d'une grosse équipe de recherche composée de 25 chercheurs financés par un super fonds de l'Agence de la santé publique du Canada. Il y a 20 projets au Canada qui sont financés, dont le programme Orpis. Ça nous permet justement
justement d'arriver aujourd'hui à une version qui est prête pour la mise à l'échelle à l'ensemble des écoles secondaires du Québec. Puis le ministère de la Santé et des Services sociaux appuie ce programme-là, puis finance une équipe d'accompagnateurs qui va rendre disponible ce programme-là à l'ensemble des écoles dans les prochaines années. Je vous mentionnais qu'une équipe de chercheurs, on mesure plein de choses en lien avec le programme, que ce soit les perceptions des étudiants, des parents, des enseignants, mais on fait aussi une évaluation d'impact. On a un protocole d'évaluation composé d'une centaine de questions qu'on invite les élèves à compléter. Ces questions-là sont appuyées sur des questionnaires standardisés. Et ce questionnaire-là est passé au début de l'année scolaire, avant le premier volet de prévention universelle, à la toute fin. Et pour les élèves qui suivent le deuxième volet, il y a un troisième temps de mesure. Donc, pour certains élèves, on a jusqu'à 3 temps de mesure. Fait que ça nous permet de mesurer l'impact. Alors, je vous partage certains résultats de recherche ce soir. En 2018-2019, dans l'évaluation du volet prévention universelle, dans 8 écoles, auprès de 1466 participants. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'ensemble des élèves là, qui participent à l'évaluation. Puis on dit souvent qu'un programme de prévention universelle qui s'adresse à l'ensemble des élèves a souvent très peu d'effets, mais on est très chanceux de voir une diminution significative de plusieurs symptômes en lien avec le programme Orpis, différents symptômes liés à l'anxiété, puis liés à d'autres troubles d'adaptation que vous pouvez voir à l'écran. Ce qui est intéressant en 2018-2019, on avait aussi ce qu'on appelle un groupe contrôle avec 108 participants d'une autre école où il n'y a pas eu du tout de déploiement du programme Orpis, mais où on a pris les 2 mêmes temps de mesure. Puis, on a pu voir dans cette école-là une détérioration là, de l'état de certains jeunes, puis une augmentation de certains symptômes et facteurs de risque. Donc, ça venait vraiment réitérer la pertinence du programme. En 2019-2020, on a fait l'évaluation auprès de 15 écoles. On avait plus que 15 écoles, mais le temps d'eux a été affecté par la COVID. Mais on avait quand même 1948 jeunes. Puis encore une fois, on a vu une diminution significative là, de plusieurs symptômes liés à l'anxiété. Puis une diminution significative aussi d'autres troubles d'adaptation, puis une augmentation du sentiment d'auto-efficacité. Alors, on était très fiers, ça venait réitérer qu'on était dans la bonne voie. Je termine en vous partageant quelques effets de la pandémie. Le fait qu'on a des temps de mesure à chaque année depuis quelques années, on s'est dit cette année, pourquoi pas profiter de la collecte de données pour aller voir un peu l'effet de la pandémie chez nos jeunes. On a colligé les données en octobre et décembre 2020 auprès de près de 1400 élèves du premier cycle du secondaire. Puis on a ajouté une question là, aux 100 questions qu'on leur posait déjà pour leur demander quels étaient les effets du confinement. Et là, on a vu que pour certains jeunes, 62%, là, le confinement n'a pas eu d'effet significatif sur leur santé mentale. Pour 24% d'entre eux, il a vraiment nuit à leur bien-être et leur santé mentale. Puis pour près de 15% des jeunes, ça a été bénéfique sur leur bien-être et leur santé mentale. Et on a pu aussi comparer de façon objective, là, à partir du protocole qu'on utilise habituellement, là, nos 100 questions, comparer les scores de ces jeunes-là avec ceux de l'année précédente, avant la pandémie. Et là, on a pu voir de façon objective, puis là, c'est tous les élèves qui ont passé ce questionnaire-là, aucune différence significative pour les scores qui mesurent différents symptômes de troubles liés à l'anxiété. Et une augmentation significative pour des scores qui mesurent les symptômes d'anxiété généralisée. Je pense que Mélissa va avoir des résultats qui vont aller dans ce sens-là. L'anxiété liée au stress, on peut comprendre, là, pendant la pandémie, il y avait vraiment des enjeux à ce niveau-là pour les jeunes. Le perfectionnisme, puis l'impact de l'anxiété dans la vie scolaire et familiale, avec le confinement, on peut comprendre aussi. Puis une augmentation de l'utilisation problématique d'Internet qu'on aurait pu deviner aussi. Alors voilà ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Julie. Je dois avouer moi-même avoir travaillé avec Julie au Centre RBC là, en tant qu'auxiliaire. J'étais vraiment content de pouvoir finalement nouer cette présentation-là. Ben, j'avais invité moi-même là, Julie à plusieurs occasions, mais la COVID étant ce qu'elle a été, c'est ça. On a pu concrétiser ça aujourd'hui, donc merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Certains jeunes qui présentent de l'anxiété vont avoir tendance à éviter certaines situations. Donc, pour justement éviter de ressentir cette anxiété-là. Fait que c'est vraiment c'est ça, de ne pas faire face aux enjeux auxquels on est confronté pour rester dans sa zone de confort. C'est typique de certaines personnes anxieuses de rester dans cette zone-là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on avait une question sur Zoom, Liane? Oui, merci Alexis. Merci pour la belle présentation. On a une question du public sur Zoom. À quel type d'intervenant est confiée l'animation des 2 interventions dans ces écoles, aux enseignants, professionnels déjà impliqués à l'école? Merci beaucoup pour la pertinente question. Donc, j'y vais, c'est 2 réponses distinctes là, pour les 2 volets. Pour le volet prévention universelle, c'est vraiment l'école qui choisit. Donc, c'est la géométrie variable. On veut vraiment que ce programme-là, lorsqu'on le déploie, il s'adapte à la réalité de l'école. Donc, c'est souvent les enseignants qui lèvent la main pour dire non, on veut l'animer. Mais sinon, dans certains milieux, c'est le psychoéducateur ou le psychologue qui souhaitent faire cette animation-là. Dans d'autres milieux, c'est des partenaires du milieu communautaire avec qui l'école collabore depuis des années. Puis ces partenaires-là ont vu en le programme Harpis une occasion de poursuivre leur collaboration. Donc, on les forme, on les outille pour qu'ils puissent faire cette animation-là puis devenir autonomes dans l'animation du programme. Pour le deuxième volet, intervention plus précoce, le volet expédition, là, c'est plus poussé. Donc, on souhaite vraiment que ce soit un professionnel de l'école, psychologue, psychoéducateur. Et là, on l'invite à co-animer avec un professionnel du réseau de la santé des services sociaux, un intervenant de l'équipe santé mentale du CIS ou du CIUS, pour favoriser cette collaboration-là entre les 2 réseaux pour le bien-être du jeune. Merci. Est-ce qu'on avait une autre question dans la salle? Monsieur Thomas Gobeil, à l'arrière. Le taux de réponse des sondages? Oui, tout à fait. Puis c'est là, je trouve, la force de ces résultats-là, c'est que c'est l'ensemble des élèves qui complètent le protocole et les questionnaires pendant les heures de classe. Donc, vraiment, c'est un taux de réponse qui est 100 là. Donc, c'est ce qui rend encore ça encore plus intéressant, là. Il n'y a pas de biais de sélection, là. Merci. Merci pour la question, Thomas. Est-ce qu'on avait une autre question sur Zoom, Liane? Non, pas d'autres questions pour Zoom. Puis moi, de mon côté, j'avais une question, mais vous avez répondu pendant la présentation. C'était vraiment en lien avec la pandémie, donc c'est un beau clin d'œil. Splendide. Donc, dernière chance pour la salle ici. Peut-être à l'arrière, et puis oh, Alexandra, je vois une main levée. Il n'y a pas de distinction en fonction du type d'emploi de la personne. C'est sûr, là, on peut voir dans les résultats certains profils d'animateurs plus dynamiques, plus interactifs, qui cadrent plus avec les jeunes, mais on ne voit pas de distinction dans les résultats. Le secret, c'est vraiment de former ces acteurs-là à jouer ce rôle, puis à ne pas les forcer à le faire. Donc, c'est vraiment ceux qui lèvent la main puis qui souhaitent faire l'animation du programme. Merci. Merci pour la dernière question et merci encore une fois à Mme Julie Lane pour la présentation et sa présence ce soir. Merci beaucoup.